Comme l'a dit Madame la modératrice, je suis Dédé Régine Diane, gynécologue obstétricienne, donc, praticienne hospitalo-universitaire à Kara. Kara qui se trouve à 420 km de Lomé et qui est environ à 7 heures de route de Lomé pour arriver à Kara. Donc ce matin, je vais vous parler des dysménorrhées. Dysménorrhée, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? La modératrice l'a dit également. Certaines femmes ne vont pas avoir de douleur, mais d'autres l'auront. Et cette douleur est souvent banalisée. On pense que, bon, c'est des caprices ou bien est-ce que vraiment ça fait mal? Tout au long de cette présentation, nous allons voir les différents aspects de la dysménorrhée. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Donc, après l'introduction, nous allons aborder quelques notions de généralité qui vont nous permettre de comprendre la dysménorrhée. Ensuite, nous aborderons le diagnostic, la prise en charge thérapeutique et le pronostic avant de conclure. Donc, en introduction, nous pouvons dire que nous avons deux types de dysménorrhée. Nous avons la dysménorrhée primaire et la dysménorrhée secondaire. Mais il faut noter que cette dysménorrhée a un impact sur la vie de la femme, ce qui se manifeste par un absentéisme scolaire chez l'adolescente ou la jeune fille et également un absentéisme professionnel chez les jeunes femmes. Donc, la dysménorrhée a un impact psychosocial sur la vie des femmes, ce qui en fait un problème de santé publique. Quelques définitions. Donc, les dysménorrhées correspondent aux phénomènes douloureux qui sont contemporains des règles, donc des menstruations. Et la dysménorrhée, nous avons dit que nous avons deux types de dysménorrhée. Donc, la dysménorrhée, elle est dite essentielle ou primitive ou encore primaire lorsque aucune étiologie n'est retrouvée. Par opposition à la dysménorrhée secondaire, donc dysménorrhée organique, où on va retrouver une cause. Comme synonyme de dysménorrhée, nous avons algoménorrhée, et plus fréquemment, le terme utilisé, ce sont les règles douloureuses. Quel est l'intérêt de ce sujet? L'intérêt est d'abord épidémiologique. Il faut noter que la fréquence est variable parce que la fréquence est difficile à estimer. Et selon l'OMS, la fréquence varie de 8,8% à 94% des femmes. Donc, on se dit que près de 90% des femmes ont des douleurs lors des règles. L'intérêt est diagnostique et on va le voir. Et le diagnostic est essentiellement anamnestique. L'interrogatoire est un temps capital pour pouvoir faire le diagnostic des dysménorrhées. Et la notion importante également, ce sont des douleurs, a priori pelviennes, mais qui sont cycliques. Et l'OMS nous dit également qu'il y a un retard diagnostique dans la dysménorrhée et ce retard peut aller parfois à 7 ans avant de poser le diagnostic de la dysménorrhée. L'intérêt est thérapeutique parce que la prise en charge est difficile. C'est une pathologie qui est banalisée alors qu'elle existe. Il y a une errance thérapeutique et lorsqu'il y a un traitement au fil du temps, il est rapporté qu'il y a une accoutumance des médicaments utilisés et dans notre milieu africain, comme d'habitude, donc il y a un recours fréquent à la phytothérapie en milieu africain. Donc, l'intérêt est également prononcé parce que la dysménorrhée a un impact social et professionnel chez la femme. Donc, une femme qui va être absente chaque fois sur le plan professionnel ne peut pas évoluer dans sa carrière. Quelques généralités pour nous permettre de mieux comprendre la dysménorrhée. Donc, ici, nous avons un rappel anatomique qui nous permet de voir une coupe frontale de l'utérus. Donc, nous avons
le corps de l'utérus, nous avons le col et c'est au niveau du col que va s'évacuer le flux menstruel à chaque fois quand nous avons les règles. Donc, et de l'autre côté, nous avons ici également les organes génitaux internes où on voit au niveau de la cavité utérine la desquamation de l'endomètre pendant les règles avec le sang qui va être éliminé et qui sort par le vagin. Quelques rappels sur le cycle menstruel. Donc, il faut noter que, concernant le cycle menstruel, le sphincter cervico-isthmique, donc ce que nous avons vu tout à l'heure, qui permet l'évacuation du flux menstruel. Donc, à la première phase du cycle menstruel, donc, le premier jour des règles constitue le premier jour du cycle. Donc, pendant cette période, ce sphincter cervico-isthmique va rester ouvert jusqu'à l'ovulation. Pourquoi? Parce que ce sphincter s'ouvre pour que les spermatozoïdes puissent monter dans la cavité utérine et aller rencontrer l'ovocyte au niveau de la trompe. Donc, juste après l'ovulation, ce sphincter va se fermer. Puisque chaque mois chez la femme, le cycle menstruel fait de telle sorte que la femme tombe enceinte chaque mois. Donc, ce sphincter fermé après l'ovulation, s'il n'y a pas de grossesse, donc avec la chute de la progestérone et la régression du corps jaune, ce sphincter cervico-isthmique va s'ouvrir pour que, si les règles, elles puissent s'écouler au niveau du corps. Deuxième élément important du cycle menstruel, pendant la menstruation, le débit circulatoire utérin devient important puisque il faut des contractions utérines pour pouvoir éliminer le flux menstruel. Donc, ce débit circulatoire augmente également. Ensuite, nous avons la contractilité du myomètre qui permet l'élimination du flux menstruel et les débris d'endomètre qui se retrouvent au niveau du flux menstruel. Donc, à la première phase du cycle, à la phase folinique, le tonus de base est de 10 à 30 mm, à 30 mm de mercure, ce qui permet de ne pas ressentir de douleur. À la phase péri-ovulatoire également, ce tonus de base va être à 50 mm de mercure et va rester aux environs de 50 mm de mercure pendant les règles. Nous avons également des facteurs endocriniens, donc la vasopressine également, qui va être sécrétée lors des menstrues, et les prostaglandines, dont les concentrations vont être augmentées dans le flux menstruel et également au niveau de l'endomètre pendant les règles. Donc, ces rappels nous permettent de voir comment se passe le cycle menstruel. Donc, quelques données épidémiologiques. La fréquence des dysménorrhées, je l'ai dit tout à l'heure, est difficile à déterminer. Et selon l'OMS, cette fréquence, vous voyez que la variation est vraiment très grande, entre 8,8% à 94%, avec une prédominance chez les adolescentes. En France, les études ont montré que la dysménorrhée survient chez une adolescente sur 5. Au Maroc, les études ont montré que le taux de dysménorrhée est de 65, la fréquence de la dysménorrhée est de 65,3%. Une étude réalisée au Cameroun a noté un taux de 50,4%. Une étude réalisée au Togo, plus particulièrement à Kara, dans les lycées, a retrouvé un taux de 62,7%. Et une étude réalisée au Bénin en 2020 à Parakou a retrouvé un taux de 83% chez les étudiantes. Qu'est-ce qui peut favoriser la dysménorrhée? Ce sont les cycles ovulatoires. Donc, si on comprend bien le rappel sur le cycle menstruel,
Donc, on comprend pourquoi euh, c'est les cycles ovulatoires seulement qui peuvent donner la dysménorrhée. Donc, sans cycle ovulatoire, il n'y a pas de dysménorrhée. Chez certaines femmes, surtout la pas, on a un orifice cervical qui est étroit, puisqu'on a vu que le sphincter cervico-ischémique, c'est lui qui doit s'ouvrir pour laisser évacuer le flux menstruel. S'il est étroit, donc, ça va constituer un obstacle. Au cours d'un menstru, la contractilité du myomètre qui permet l'expulsion du flux menstruel et de l'endomètre est stimulée par les sécrétions lutéales. Comme autre facteur retrouvé, c'est l'anxiété, donc le stress. Autre facteur retrouvé également, ce sont les aliments riches en graisse, en sucre et en sel. Lorsqu'on reçoit les femmes en consultation, elles le disent, quand je consomme plus de sucre ou bien plus de graisse, je vois que ça fait plus mal ce mois-ci. Donc, ces différents aliments vont activer la sécrétion des prostaglandines. Et on sait que les prostaglandines interviennent dans la contractilité du myomètre. Donc, plus c'est en quantité importante, ça va augmenter la contractilité, donc augmenter la douleur. Donc, ces aliments favorisent également la rétention d'eau et qui peuvent amplifier donc, les sensations de jambes et de gonflements abdominaux au cours des menstruations. Donc, ces éléments nous permettent d'aborder la physiopathologie. Nous avons vu que les facteurs endocriniens, donc c'est essentiellement le taux élevé de vasopressine. Il y a d'autres facteurs endocriniens également, mais nous avons retenu essentiellement le taux de vasopressine qui va entraîner une diminution du flux sanguin. Donc, s'il y a une diminution du flux sanguin, cette diminution va favoriser une augmentation du taux de prostaglandine parce que il y aura une stagnation du flux entraînant une augmentation du taux des prostaglandines. Donc, notons que jusqu'à ce jour, la physiopathologie des dysménorrhées n'est pas très bien connue, mais il y a plusieurs théories qui permettent de comprendre cette dysménorrhée. Il y a d'abord la théorie de la contractilité utérine. Donc, lorsqu'on a une augmentation du taux des prostaglandines, ça va de soi qu'il y a une augmentation de la contractilité avec apparition des contractions qui sont anarchiques. Donc, et chez les femmes qui ont la dysménorrhée, on a vu que le tonus de base peut aller jusqu'à 150 mm de mercure. Alors que tout à l'heure, nous avons vu sur le plan physiologique, ce tonus de base est de 50 mm de mercure. Comme autre théorie, nous avons la théorie spasmodique où la fermeture, il y a un retard à l'ouverture cervicale. Donc, il y a fermeture du sphincter cervico-ischémique. Donc, qui doit s'ouvrir à l'absence de la grossesse pour laisser évacuer le flux menstruel. Un retard à l'ouverture du col donc, va être également à l'origine des spasmes au cours des menstruations. Comme autre théorie, nous avons la théorie ischémique. Donc, l'augmentation du débit circulatoire lors des contractions utérines va être à l'origine, lorsqu'il y a des obstacles, un obstacle à l'accroissement de ce débit. Sur le plan physiologique, nous avons vu qu'il y a une augmentation du débit circulatoire lors des contractions utérines pour évacuer le flux menstruel. Donc, s'il y a un obstacle à l'accroissement de ce débit, ça va entraîner une ischémie. Et cette théorie se justifie le plus souvent chez la femme. Donc, la nullipare qui a un utérus qui est hypoplasique ou bien chez la femme qui a un utérus malformé, chez qui on va retrouver une hypovascularisation. Comme autre théorie, c'est la théorie congestive. Donc, sur le plan physiologique, on aura une congestion prémenstruelle qui peut être aggravée par la présence de lésions infectieuses. Donc, s'il y a des lésions, cette femme a des lésions infectieuses au niveau des organes génitaux internes. Cette congestion prémenstruelle peut être également aggravée par les troubles de la statique pelvienne et également par les facteurs de la stase pelvienne tels que la constipation, la station debout prolongée et s'il y a une musculature déficiente, surtout chez la multiple.
Ceci dit, et comment faire le diagnostic de la dysménorrhée? Donc, les principales circonstances de découverte, le plus souvent chez l'adolescente, on va voir que l'adolescente ou bien la jeune fille est accompagnée par ses parents, le plus souvent la mère, et qui consulte pour les règles douloureuses. Ou bien elle va être adressée par son établissement, ou bien la femme est allée au service et elle a des douleurs, donc adressée par son service. Pour les douleurs, le plus souvent, elle consulte pour des douleurs du bas-ventre. Ou bien c'est une femme qui consulte parce qu'elle a des douleurs pelviennes chroniques. Elle a déjà eu à utiliser des traitements et ces douleurs persistent, donc elle consulte. Donc, nous notons que le maître symptôme dans la dysménorrhée, c'est la douleur. Et cette douleur, il faut rechercher les caractéristiques lors de l'interrogatoire qui est un temps capital pour le diagnostic de la dysménorrhée. Donc, il faut rechercher l'âge de la patiente, également le début, l'âge de début des règles, donc les ménages. La date d'apparition des symptômes est un élément important qui nous permettra de voir est-ce que c'est une dysménorrhée primaire ou secondaire. Rechercher également l'utilisation d'un traitement antérieur, l'efficacité de ce traitement, évaluer l'environnement psycho-affectif, familial et culturel de la patiente. Nous avons retrouvé l'anxiété, le stress comme facteur de risque. Donc, c'est un élément également important à rechercher dans l'interrogatoire, l'environnement psycho-affectif. Donc, l'interrogatoire va rechercher les caractères de la douleur. D'abord, le siège de la douleur. C'est une douleur qui est au niveau de l'hypogastre ou bien qui occupe toute la région pelvienne et le plus souvent, la douleur est diffuse. Et c'est une douleur qui va irradier dans la région lombaire, vers le périnée, vers la vulve, l'anus, les membres inférieurs et parfois tout l'abdomen. C'est une douleur qui est d'intensité variable et parfois l'intensité varie d'un mois à un autre et d'une personne à une autre également et également en fonction du seuil d'acceptabilité de la douleur individuelle. Et cette douleur est également proportionnelle à l'étendue de l'irradiation. Donc, plus la zone d'irradiation est importante, l'intensité de la douleur va être plus intense. C'est une douleur qui est à type de pesanteur, mais le plus souvent, c'est une douleur qui est spasmodique, à type de colique expulsive. Et les auteurs l'ont décrit comme rappelant les douleurs des contractions utérines lors de l'accouchement. Chez certaines femmes, il y a un fond douloureux, donc la douleur qui persiste, quels que soient les médicaments utilisés, avec des périodes de paroxysme. C'est une douleur qui survient en général, soit dès l'apparition du flux menstruel, ou bien d'emblée, elle est intense, ou bien elle s'atténue progressivement en quelques heures. C'est une douleur qui est congestive, qui intéresse tout le petit bassin et qui, chez certaines femmes, va succéder à un syndrome prémenstruel, donc d'intensité croissante. Donc, quelques jours déjà avant le début des règles, les douleurs s'installent et qui va en intensité croissante jusqu'à l'apparition des flux menstruels. Il faut également rechercher les signes associés. Nous avons vu que essentiellement, il y a une augmentation du taux de prostaglandine dans le sang. Donc, cette élévation, cette augmentation du taux de prostaglandine va avoir des effets digestifs tels que la diarrhée, les vomissements, les nausées. Autres signes associés, donc, les céphalées, les migraines, les vertiges, les lipothymies. Donc, on note également les troubles de l'humeur, un syndrome prémenstruel, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il faut le rechercher. Et chez certaines femmes, il y a également un saignement abondant qui est associé à cette douleur.
On peut avoir d'autres douleurs associées telles que la dyspareunie, que ça soit en période menstruelle ou bien en dehors des règles, et d'autres douleurs chroniques qui ne sont pas cycliques. Donc, rechercher également les facteurs déclenchants tels qu'un conflit familial, affectif, le mode de vie de la patiente. Est-ce qu'elle utilise les excitants tels que le café, le tabac, l'alcool et le thé également. L'interrogatoire doit s'atteler également à évaluer le retentissement de la douleur. Est-ce que cette douleur a un impact sur le psychisme et la vie quotidienne de cette patiente? Donc, une diminution des performances physiques qui a été retrouvée dans 60% des cas dans l'étude réalisée au Togo, mais également une diminution des performances intellectuelles de ces patientes en période prémenstruelle. Il faut rechercher également l'impact de la douleur sur la vie sexuelle de la patiente. Est-ce que cette douleur entraîne un absentéisme scolaire ou professionnel? Et l'attitude de l'entourage également est important à rechercher. Donc, lorsque nous connaissons, nous avons eu tous les caractères de cette douleur, il faut chercher à voir la chronologie l'apparition, entre les douleurs et l'apparition du flux menstruel. Donc, la dysménorrhée est dite préménielle lorsque les douleurs précèdent de 12 heures à 24 heures les règles et disparaissent dès que l'écoulement est franc. Donc, le plus souvent, le deuxième jour, les douleurs vont disparaître. La dysménorrhée est dite protoménielle lorsque elle survient après les premières gouttes. Donc, la douleur est maximale le premier jour et puis elle diminue ensuite. Et puis, la dysménorrhée est dite téléméniale ou tardive lorsque elle apparaît à partir du deuxième jour ou le troisième jour du flux menstruel. Donc, après l'interrogatoire, il faut faire l'examen de la patiente. Le plus souvent, l'examen général est normal. L'examen gynécologique. Donc, nous avons plusieurs cas de figure. L'examen gynécologique peut être strictement normal, le plus souvent chez l'adolescente. Ou bien, on peut avoir au cours de l'examen retrouver un utérus qui a augmenté de volume avec des contours réguliers ou non. On peut noter une douleur à la mobilisation de l'utérus. Parfois, on peut retrouver une induration des ligaments utérosacrés ou une rétroversion utérine qui est fixée. Parfois également, on peut noter une masse latéro-utérine qui est douloureuse lors du toucher vaginal. Nous savons également qu'il est important de faire le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Donc, au cours de tout examen gynécologique, si la femme si son dernier dépistage date de plus de 3 ans, donc il faut profiter de l'examen gynécologique pour faire systématiquement le dépistage de lésions précancéreuses du col de l'utérus. Et dans nos contextes, le plus souvent, nous réalisons l'inspection visuelle à l'acide acétique et c'est vrai que ce n'est pas le motif de consultation, mais c'est important également de faire ce dépistage. Quels sont les examens paracliniques que nous pouvons réaliser donc devant une dysménorrhée? Nous allons demander l'échographie pelvienne, qui est l'examen de référence, qui va nous permettre de rechercher une pathologie utérine, une pathologie para-utérine ou ovarienne, une pathologie digestive, une pathologie de l'appareil urinaire. Ensuite, en fonction de ce que l'examen physique nous a permis d'avoir, et dans le cadre de bilan d'infertilité,
nous demandons une hystérosalpingographie. Donc, qui va rechercher une malformation, qui va nous permettre de retrouver une malformation utéro-vaginale, donc une malformation de l'utérus. Également, au niveau du vagin, on peut avoir une cloison, un diaphragme qui empêche l'évacuation du flux menstruel. Donc, une synéchie utérine qui est un accolement de la paroi, des parois utérines. Le plus souvent, la synéchie survient après un traumatisme au cours d'un geste endo-utérin. L'hystérosapingographie va nous permettre également de voir la présence d'un myome intracavitaire ou bien d'un polype intracavitaire, la présence de l'adénomiose qui va se traduire par des signes indirects tels que la rigidité d'un bord ou le rétrécissement d'une cône utérine, et qui est classiquement en forme de lappe d'Aladin. Donc, l'adénomyose, c'est la présence de l'endomètre au niveau du myomètre. Donc, l'hystérosapingographie également va nous permettre de voir l'endométriose externe, qui est la présence de l'endomètre en dehors de la cavité utérine, qui peut se retrouver au niveau des trompes, au niveau des ovaires, au niveau du péritoine, péritoine pelvien également. Donc, toujours en fonction des résultats de l'examen et de l'interrogatoire, nous pouvons faire une cystoscopie, surtout dans le cas de l'endométriose externe, et une hystéroscopie diagnostique pour nous permettre de confirmer la présence du myome intracavitaire et également de la synéchie utérine. Parfois, on peut être amené à recevoir une jeune femme en urgence dans un tableau d'urgence médicale pour des douleurs pelviennes intenses, atroces. Elle crie, elle a mal. Si ces douleurs sont associées aux différents signes déjà précités. Donc, il faut toujours rechercher la date des dernières règles et s'orienter pour savoir que c'est une dysménorrhée. Donc, ceci nous permet également de parler du diagnostic différentiel parce que toute douleur pelvienne n'est pas systématiquement une dysménorrhée. Donc, les douleurs d'origine gynécologique peuvent également donner ces douleurs pelviennes qui font consulter les femmes, il faut y penser. Mais les douleurs d'origine digestive également. L'appendice étant en fosse iliaque droite peut faire consulter les femmes. Il faut également rechercher une colopathie fonctionnelle. Donc, le plus souvent, la douleur est du côté gauche, donc au niveau de la fosse iliaque gauche. Et autres douleurs pour jeter, telles que les lombalgies, parce que parfois les lombalgies vont irradier vers le pelvis. Donc, il faut également chercher à éliminer ces lombalgies et également les sciatalgies. Donc, lorsque nous avons fait l'interrogatoire, déjà, l'interrogatoire nous permet de dire est-ce que c'est une dysménorrhée primaire ou secondaire. Et la dysménorrhée primaire, l'interrogatoire nous permet de retrouver que c'est une douleur qui est apparue dans l'année qui suit les premières règles avec ou sans des épisodes de règles sans douleur. Et le plus souvent, c'est une dysménorrhée qui est préménielle, donc qui survient 12 à 24 heures avant l'apparition du flux menstruel, bien le premier jour du flux menstruel. L'examen gynécologique est normal. Dans ce cas, on n'a pas besoin de demander des examens complémentaires. Mais l'échographie peut toutefois on peut toutefois demander l'échographie qui va être également normale.
Donc, dans la dysménorrhée primaire également, la douleur est variable. Donc, il y a des facteurs de risque de symptômes sévères. La précocité des premières règles, les menstruations qui sont longues et abondantes, donc les femmes qui vont avoir des menstrues qui font 7 jours. Et le tabagisme a été également retrouvé dans les facteurs de risque de symptômes sévères. Dans la plupart des cas, dans la dysménorrhée primaire, on note une diminution des symptômes avec l'âge et après le premier accouchement. Quant à la dysménorrhée secondaire, où nous avons dit qu'il y a une cause à retrouver, donc elle apparaît tardivement après une longue période sans douleur, donc ici supérieure à 1 an. Et on a eu une aggravation secondaire d'une dysménorrhée primaire ancienne. Donc, au début, la femme avait une dysménorrhée, puis qui va en s'aggravant également. Donc, la dysménorrhée secondaire est une dysménorrhée tardive téléménière. Donc, la douleur survient le 2e ou le 13e jour de l'apparition du flux menstruel. Ici, nous avons fait un récapitulatif des différentes causes des dysménorrhées secondaires. Donc, nous avons l'adénomyose. Donc, sur le plan clinique, c'est une multipare de 35 ans qui consulte pour une dysménorrhée qui va être secondaire. Et associée à cette dysménorrhée, il y a des ménorrhagies, c'est-à-dire des règles qui sont abondantes. Et l'échographie et l'hystérosalpingographie nous permettent de faire le diagnostic. L'endométriose, qui est la cause la plus fréquente des dysménorrhées secondaires également. Nous avons vu que l'échographie et l'hystérosalpingographie nous permet de faire le diagnostic. Les malformations utérines qu'on peut retrouver chez l'adolescente. Donc ici, la dysménorrhée, c'est une dysménorrhée primaire donc, qui survient dès les premières menstruations. L'échographie nous permet de faire le diagnostic. Les polypes et les fibromes intracavitaires se manifestent le plus souvent par des saignements importants au cours des règles et en dehors des règles. Donc ici également, l'échographie et l'hystéroscopie nous permettent de faire le diagnostic. Ensuite, nous avons la sténose du col utérin après chirurgie du col. Le plus souvent, dans le traitement des lésions précancéreuses, parfois on peut être amené à faire une conisation, donc faire une ablation au niveau du col en forme de cône, ce qui, ce qui peut entraîner une sténose cervicale comme complication de ce traitement. Donc, cette sténose peut être à l'origine du dysménorrhée secondaire. L'échographie pelvienne et l'examen au spéculum nous permettent de voir qu'il y a une sténose cervicale. Le dispositif intra-utérin. Le plus souvent, les femmes qui ont un dispositif intra-utérin vont consulter. Donc, l'interrogatoire et l'examen nous permettent de voir qu'il y a une contraception par dispositif intra-utérin. Donc, on évalue s'il faut l'enlever ou pas. Les séquelles d'infection génitale également peuvent entraîner des dysménorrhées secondaires. Et chez cette femme, il y a un antécédent. Il n'y avait pas de dysménorrhée, mais on retrouve dans les antécédents une notion de salpingite à chlamydia ou à gonocoque, ou bien elle a eu à faire une endométrite du postpartum, ou bien carrément une infection du postpartum et à la suite de ces événements, il y a une dysménorrhée qui s'est installée. Donc, l'échographie, stérosalpingographie, nous permettra de faire également les différents diagnostics. Donc, ici, c'est pour expliquer un peu, lorsqu'on a une endométriose, une sténose cervicale et les séquelles infectieuses, ils vont le plus souvent entraîner une réduction du flux menstruel avec une consommation des médiateurs de l'inflammation, ce qui va être à l'origine de la douleur. Lorsqu'on a les myomes utérins, donc eux, essentiellement, et surtout les myomes interstitiels, eux, ils vont entraîner une hypercontractilité au niveau du myomètre avec une hypoxie tissulaire, ce qui va être entraîné également une dysménorrhée. La présence du dispositif intra-utérin entraîne une irritation de l'endomètre, ce qui est également à l'origine de la dysménorrhée. Donc, nous retenons que la dysménorrhée secondaire, il y a plusieurs causes. Et la plupart des causes sont des causes au niveau de l'utérus. Et la cause la plus retrouvée, c'est l'endométriose. Et dans l'endométriose, c'est une pathologie qui est complexe, difficile à diagnostiquer
Et même en Europe, le retard diagnostique en moyenne est de 7 ans, pouvant aller jusqu'à 10 ans. Et la prise en charge doit être codifiée. On doit y penser à chaque fois que nous recevons une jeune femme pour une dysménorrhée. Donc, si le diagnostic est précoce dans les dysménorrhées secondaires, la prise en charge va être adéquate. Bon, ici, j'ai mis les codes SIM10 lorsque nous recevons les patientes qui ont une assurance et il faut mettre le code sur leur fiche. Donc, N94 correspond à la dysménorrhée. Quelle est la prise en charge chez les femmes qui ont une dysménorrhée? Le but de la prise en charge, c'est de calmer la douleur, le maître symptôme, mais également d'améliorer la qualité de vie de la patiente, bloquer l'ovulation et la menstruation, puisque ce sont les deux éléments qui sont à l'origine de la douleur, et si possible, en fonction des causes, éviter les récidives. Quels sont les moyens? Donc, comme mesure générale, nous avons le repos, la psychothérapie, la relaxation, l'hygiène menstruelle, autres traitements non médicamenteux, donc la vessie de glace, l'acupuncture, la phytothérapie et il y a également d'autres moyens généraux. Comme moyen médicamenteux spécifique, nous avons les antiprostaglandines, anti-inflammatoires non stéroïdiens antiprostaglandines, dont flubiprofène, ibuprofène, kétoprofène, naproxène. Nous pouvons avoir également recours aux antalgiques, à l'hormonothérapie. L'hormonothérapie fait appel aux contraceptifs œstroprogestatifs que nous appelons COC, donc contraceptifs oraux combinés, à la progestérone naturelle, aux progestatifs macrodosés, aux agonistes de la LHRH. Nous pouvons faire également recours aux moyens non spécifiques tels que les antispasmodiques, les antalgiques. Comme moyens obstétricaux, nous avons la grossesse avec accouchement, les moyens chirurgicaux, la résection de l'endomètre, donc endométrectomie, la résection des myomes et des polypes intracavitaires, une hystéroplastie, une hystérectomie, avec comme voie d'abord l'endoscopie, donc nous avons vu tout à l'heure la cystoscopie, l'hystéroscopie, et comme autre voie d'abord la laparotomie. Quelles sont les différentes indications? Concernant la dysménorrhée primaire, donc, on va avoir recours aux anti-inflammatoires, le diclofénac, 50 mg. Donc, le plus souvent, on prescrit un comprimé toutes les 12 heures, matin et soir. Le fleubiprofène comprimé, 2 comprimés matin et soir. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on peut également faire recours à l'hormonothérapie. Donc, on peut associer l'anti-inflammatoire avec les œstroprogestatifs, dont l'éthénylestradiol dosé à 30 ou 50 microgrammes, dont un comprimé par jour pendant 21 jours par mois. Et après 7 jours, après l'arrêt de la prise des COC, on va avoir une hémorragie de privation. Ou soit on associe un anti-inflammatoire au progestatif ou bien de la progestérone, donc un comprimé par jour à partir du 16e jour du cycle au 25e jour du cycle, donc les progestatifs pendant 10 jours par cycle. Donc, le choix des médicaments, c'est en fonction de l'intensité de la douleur, de l'histoire de la patiente également. Pour la dysménorrhée secondaire, devant l'adénomyose, le traitement, c'est un progestatif
et en fonction du degré, mais de l'intensité de la douleur et des symptômes, on peut aller à 1 à 2 comprimés par jour, du 5e au 25e jour du cycle, ce qui permet de bloquer l'ovulation. On peut faire une résection de l'endomètre et parfois, rien ne marche, il faut aller faire une ablation de l'utérus, donc une hystérectomie. Dans les fibromes et les polypes intracavitaires, on fait une résection sous hystéroscopie. Lorsque le dispositif intra-utérin à l'origine de cette douleur, on peut faire l'ablation du dispositif intra-utérin. En cas de malformation utérine, donc on va faire une plastie de l'utérus appelée hystéroplastie. Quels sont les résultats après traitement? Dans la dysménorrhée primaire, dans la dysménorrhée essentielle, il y aura une régression des douleurs avec le temps et surtout une régression après un accouchement par ouverture du corps. Parce qu'au cours de l'accouchement, déjà au cours de la grossesse, on va avoir une éversion de l'endocole sur l'exocole et au cours de l'accouchement, on a une déchirure au niveau des commissures, ce qui fait que le col chez la femme qui a déjà accouché est payant contrairement au col de la nullipare. Donc, on va noter une régression si c'était lié à l'ouverture du corps. Dans la dysménorrhée secondaire, donc en fonction de la cause, on note une amélioration après traitement de la cause. Donc, dans le cas de l'endométriose, parfois, on va noter une aggravation des symptômes malgré le traitement. Donc, la surveillance est vraiment très importante. Quelle prévention pouvons-nous faire pour la dysménorrhée? Donc, la prévention primaire, nous avons vu que l'anxiété est un facteur de risque. Donc, faire une activité physique régulière et modérée, la lutte contre l'obésité, donc éviter les aliments riches en graisse. On a vu également qu'ils font partie des facteurs de risque. Éviter les excitants, surtout au cours des menstruations, le thé, l'alcool, le café. Avoir une alimentation saine et variée. Donc, comme on le dit tous les jours, donc manger beaucoup de fruits et de légumes. L'OMS a instauré une journée mondiale de l'hygiène menstruelle qui est célébrée le 28 mai. Et l'hygiène menstruelle met l'accent sur l'éducation, sur le cycle menstruel et l'hygiène intime, mais expliquer également aux femmes que la dysménorrhée, c'est pas normal d'avoir mal et quand on a mal, il faut consulter. Le 28 mai, pourquoi le 28 fait recours au cycle menstruel qui est en moyenne de 28 jours et mai, qui est le 5e mois de l'année, fait recours à la durée du flux menstruel qui dure en moyenne 5 jours. Donc, 28 mai, chaque 28 mai est célébrée la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. La prévention secondaire, nous l'avons dit, il ne faut pas banaliser les douleurs au cours du flux menstruel. Il faut faire le diagnostic et faire une prise en charge adaptée pour éviter l'absentéisme scolaire et professionnel. Il faut également faire les sensibilisations pour parler de la dysménorrhée et dire qu'il y a un traitement et un accompagnement qui permet de ne plus avoir mal et que ce n'est pas normal d'avoir mal alors que nous disposons des traitements adaptés. La prévention est secondaire lorsque il y a les séquelles ou bien les complications. J'ai dit tout à l'heure que dans l'endométriose, on va aller vers une aggravation des symptômes parfois, donc on fait également une prise en charge de ces complications. Quel est le pronostic de la dysménorrhée? Donc, la dysménorrhée primaire, le pronostic est bon, puisque nous l'avons vu, il y aura une régression des symptômes. Dans la dysménorrhée secondaire, le pronostic est fonction de la codon, le pronostic est variable. Si ce sont les pathologies gynécologiques qu'on peut traiter, donc le pronostic est bon après le traitement de la cause. Dans l'endométriose externe, il y a une infertilité qui est associée, mais dans 60% des cas, selon une étude, on a obtenu des grossesses. Donc, la dysménorrhée est également associée à une altération de la qualité de vie, telle que l'absentéisme scolaire et professionnel. Également, un impact sur le psychisme de cette femme,
Donc, il y a certaines femmes, à cause de la dysménorrhée des adolescentes qui ont dû arrêter leur éducation, donc qui ont dû arrêter l'école parce que chaque mois, elles doivent faire les 5 jours à la maison. Dans ces cas, on ne peut pas continuer. Et souvent, elles sont assez paresseuses, alors que c'est un problème réel qu'elles ont et qu'on doit vraiment en prendre compte. Également, l'absentéisme professionnel ne peut pas permettre à la femme d'exceller dans sa carrière parce que si chaque fois quand il y a les réunions, c'est en ce moment qu'elle va demander la permission que j'ai mal, je vais aller à l'hôpital. Quand ça se répète chaque mois, vous comprenez qu'elle n'est pas rentable et on risque de se séparer. Donc, impact important de la qualité de vie liée à la dyspnée. Il faut vraiment prendre en compte et prendre en charge ces femmes. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir? C'est que la dysménorrhée, oui, c'est une douleur qui est chronique, mais qui est surtout cyclique. Ça veut dire que chaque mois, la femme va ressentir ces mêmes douleurs. Et c'est une douleur qui peut être parfois invalidante. Donc, nous avons la dysménorrhée essentielle qui est sans cause organique et qui survient dans la première année qui suit les règles. L'examen physique et l'échographie pelvienne est normal. Dans la dysménorrhée secondaire, il faut forcément rechercher une cause et j'ai dit que l'endométriose est la cause la plus fréquente. Donc, le pronostic dépend de la précocité du diagnostic donc, et de la précocité de la prise en charge également. Bon, avant de conclure, je voulais dire merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire et merci pour l'intérêt que vous accorderez à ce sujet également. Donc, la dysménorrhée, nous l'avons dit à l'introduction, nous avons deux types de dysménorrhée, primaire et secondaire. Et c'est une douleur qui est invalidante, qui est cyclique et qui va devenir chronique. Les causes organiques sont rares, mais elles existent. Si elle n'est pas primaire, il faut forcément chercher la cause et la traiter. La prise en charge est difficile et complexe et elle doit être personnalisée. Donc, on ne va pas donner le même traitement à toutes les femmes en fonction de l'histoire, du vécu, de l'impact psychique et de la qualité de vie. On doit adapter le traitement. Donc, il faut tenir compte de l'environnement psycho-affectif, familial et culturel de la patiente pour sa prise en charge. Merci pour votre aimable attention. Un immense merci, docteur, pour cette belle présentation très enrichissante. Nous vous sommes profondément reconnaissants pour le temps précieux accordé, mais également pour la richesse de vos partages. Merci également à vous, très chers participants, pour votre présence, mais surtout pour votre écoute attentive tout au long de cette intervention. Alors, à présent, nous allons ouvrir la séquence essentielle des questions-réponses, qui est un échange interactif, une formidable occasion d'approfondir les différents aspects abordés du sujet qui nous rassemble, de lever d'éventuelles zones d'ombre et surtout de partager des expériences et réflexions personnelles, pourquoi pas. Je vous invite donc à poser vos questions ou à partager vos observations de l'une des manières suivantes, soit en les déposant directement dans le chat, ou en prenant la parole si vous le souhaitez. Le bal est lancé, chers amis. N'hésitez pas à lever les mains. Alors, je vois une main levée. Utilisateur de Zoom. Je ne sais pas vraiment qui c'est, mais si vous pouvez ouvrir le micro et poser directement votre question. Monsieur ou madame, utilisateur Bonjour, j'espère que vous me recevez. 5 sur 5. Bonjour. Je suis du business en gynécologie obstétrique, béninois. Alors, je remercie le professeur pour la brillante présentation que j'ai suivie d'ailleurs avec attention.
Et j'ai cependant quelques points d'ombre que je voudrais quand même exposer. Et déjà, dans un premier temps, la notion, initialement, j'avais de la dysménorrhée primaire et secondaire, ne cadre pas forcément avec les définitions que vous aviez apportées. Du coup, j'aimerais savoir, la définition de la dysménorrhée primaire et secondaire n'est-elle pas en fonction du délai d'apparition de cette dysménorrhée en fonction des ménages ou c'est selon la présence ou non de causes ou d'étiologies? Parce que ça a été la première définition que vous avez donnée en disant que la dysménorrhée primaire est souvent sans cause et la dysménorrhée secondaire est organique. Dans le même temps, quand est-ce qu'on parle de dysménorrhée précoce et tardive? Si je me rapporte à votre présentation, je crois comprendre que la dysménorrhée sera dite précoce lorsqu'elle sera prémiliale et tardive lorsqu'elle sera télémiliale. Je veux avoir plus de précision sur ça. Alors, l'autre question, c'est que dans votre développement, vous avez dit à l'entame que les cycles ovulatoires sont à l'origine des dysménorrhées. J'avoue que j'ai pas bien compris le rapport du coup entre l'ovulation et les dysménorrhées. Quand bien même que dans les étiologies que vous aviez exposées, vous n'avez pas parlé de l'ovulation, et dans la physiopathologie non plus, j'ai pas bien compris cet aspect, ce lien qu'il y a entre l'ovulation, cycle ovulatoire et dysménorrhée. Et pas ricochet dans la prise en charge avant de revenir sur les autres éléments de questions que j'ai. Vous aviez parlé quelque part de l'utilisation des progestatifs lors du 16e ou 25e jour, ce qui contraste un peu avec cette définition initiale de dysménorrhée due à un cycle ovulatoire. Je me demande si on utilise les progestatifs du 16e ou 25e jour, souvent c'est en cas d'une insuffisance lutéale. L'insuffisance lutéale qui est secondaire à un défaut d'ovulation, donc pas de sécrétion de progestérone par le corps jaune. Et pourquoi est-ce qu'il faut utiliser un progestatif du 16e ou 25e jour si entre-temps la dysménorrhée est due à une ovulation? Je veux comprendre un peu ce contraste-là. Alors, l'autre question. La dysménorrhée, selon ma compréhension, est un symptôme. Et comment donc comprendre que pour le diagnostic de ce symptôme, il faut un ensemble de personnes d'argument clinique et paraclinique? Est-ce que le diagnostic n'est pas purement clinique? Et dans le même temps, quand j'aborde les éléments que vous avez cités dans la paraclinique, c'est beaucoup plus dans la recherche étiologique. Du coup, je me demande l'échographie, l'hystérosalpingographie, l'hystéroscopie et tout ça, est-ce que c'est pas pour rechercher plutôt les étiologies ou c'est pour rechercher le diagnostic de la dysménorrhée? Si oui, quel signe pathognomique peut-on rechercher devant chacun de ces éléments de paraclinique pour dire oui, ça c'est une dysménorrhée? Alors, ma dernière question, c'est par rapport à la prise en charge. Lorsque vous parlez des causes, vous avez abordé l'adénomyose, oui, et entre-temps, vous avez défini l'adénomyose comme étant la situation ectopique du tissu endométrial dans le muscle utérin. Mais comment est-ce que l'endométrectomie peut constituer un moyen thérapeutique de l'adénomyose à partir du moment où l'endométrectomie consiste à faire l'ablation de l'endomètre? Et l'adénomyose, quant à elle, est la situation de l'endomètre, du tissu endométrial dans le muscle utérin. Je vous remercie. Désolé, j'ai été un peu long. Alors, ne vous en faites pas. Docteur, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre des séries de questions auxquelles vous allez répondre au fur et à mesure. Donc, je propose que vous commencez par la première intervention, vu qu'il y a eu beaucoup de questions et je suis en train de recenser les questions dans le chat en attendant. Docteur Adjavon, vous me recevez? Oui, Madame la modératrice. D'accord. Je ne sais pas si vous Je, avez noté toutes les questions du oui, précédent. j'ai essayé de noter les questions. Bon, je vais répondre. Si je n'ai pas répondu à toutes les questions, vous pouvez toujours me les rappeler.
Ok, merci. Donc, d'abord par rapport à la définition, oui, je crois que je l'ai dit même dans le résumé. Donc, la dysménorrhée primaire, c'est la dysménorrhée qui va survenir dans la première année de l'apparition du flux menstruel. Et la dysménorrhée secondaire, elle survient quelques années après une période de menstruation sans douleur. Il faut noter, oui, il y avait une autre question, je crois que c'est toujours les définitions, la dysménorrhée précoce et la dysménorrhée téléménienne et la dysménorrhée tardive, oui. Donc, la dysménorrhée précoce, oui, comme vous l'avez dit, et la dysménorrhée téléménienne, oui, c'est la dysménorrhée tardive qui survient deuxième, troisième jour, et on sait que c'est l'apanage de la dysménorrhée secondaire. Maintenant, par rapport au cycle ovulatoire et la dysménorrhée. Donc, dans la physiopathologie, bon, nous avons dit que au niveau du rappel sur le cycle menstruel, nous avons vu que après l'ovulation, le, le sphincter cervico-isthmique va se refermer. Donc, par rapport à ce sphincter cervico-isthmique également, il y a un cycle, il y a une théorie qui a été développée au niveau de la physiopathologie, donc la théorie spasmodique, où un retard à l'ouverture du col va être à l'origine de la dysménorrhée. Donc, c'est des phénomènes physiologiques survenant au cours du cycle menstruel. Donc, dès qu'il y aura une anomalie de ces différentes, de la physiologie du cycle menstruel, c'est ce qui va être à l'origine de cette douleur. Et on sait également que c'est donc, si le cycle se passe normalement avec l'ovulation et la phase lutéale, donc dès qu'il y aura une régression de, donc dès qu'il y aura la chute de la progestérone avec la dégénérescence du corps jaune, d'abord que le sphincter doit s'ouvrir, et puis la concentration en prostaglandine qui va également être augmentée. Donc, s'il n'y a pas eu d'ovulation, on n'aura pas ce phénomène qui va être exagéré pour donner la dysménorrhée. C'est pour ça qu'il y a certaines études qui ont couplé la dysménorrhée avec la présence de cycle ovulatoire. Donc, que s'il n'y a pas d'ovulation, on n'aura pas ces phénomènes et on n'aura donc pas la dysménorrhée. Donc, également, il y avait une question par rapport à la paraclinique. Bon, l'autre élément également, c'est que c'est vrai, on dit que la dysménorrhée primaire, c'est sans cause. Et la dysménorrhée secondaire, ça veut dire qu'on a une cause. Parfois, ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile de trouver la limite entre les deux types de dysménorrhée. Parce que dans le cas des malformations utérines, où la dysménorrhée va survenir dès les premiers flux menstruels, c'est une dysménorrhée primaire, mais il y a une cause. Donc, bon, vous avez vu que dans la présentation, finalement, je l'ai ramené dans la dysménorrhée secondaire. Dans certains documents, on le classe dans la dysménorrhée primaire. Mais on dit également que dans la dysménorrhée primaire, aucun examen n'est nécessaire puisque l'examen clinique va être normal. On n'a même pas besoin de demander une échographie pelvienne. Mais dans ce cas où la dysménorrhée est déjà primaire et qu'on peut avoir une malformation, vous voyez que bon, est-ce que l'examen clinique seul nous permet de voir qu'il y a une malformation utérine? Pas forcément. C'est pour ça que moi, je me dis que même si je fais l'examen physique qui est normal, je vais demander une échographie qui me permet de dire que chez cette adolescente, il n'y a pas de malformation utérine a priori. Et ce qui me rassure sur l'absence de cause de la dysménorrhée primaire. Donc, selon les documents, ça varie.
beaucoup l'ont classé dans la dysménorrhée primaire. Bon, j'ai fait le choix de le mettre dans la dysménorrhée secondaire. Donc, du coup, c'est vrai, si vous avez fait attention à la présentation, tout ce qui est paraclinique, j'ai mis à visée étiologique. Bon, c'est vrai que j'aurais dû le ramener au niveau du diagnostic étiologique, mais la paraclinique, c'est à visée étiologique. Nous n'avons pas besoin d'examen paraclinique pour poser, pour trouver une dysménorrhée. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur l'interrogatoire, qui est un temps capital, qui nous permet déjà de nous orienter, de faire la part des choses, déjà en finissant notre interrogatoire. Euh, ensuite, l'intérêt de l'hystérosalpingographie dans le diagnostic de l'adénomyose. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les échographes sont tellement performants et ils nous permettent facilement, avec surtout l'échographie 3D, permet de faire aisément le diagnostic de l'adénomyose. Je crois que j'ai ajouté également que lorsque nous recevons des femmes qui viennent dans le bilan de l'infertilité, c'est dans ces cas que nous demandons l'hystérosalpingographie et qui va me permettre de voir des signes indirects de l'adénomyose associés aux résultats de l'échographie que nous avons déjà. Donc, ce n'est pas systématique chez une femme qu'on reçoit d'aller demander une hystérosalpingographie, non. Sauf s'il y a une infertilité qui est associée. Parce que c'est un examen qui est invasif. Maintenant, je crois également, il y a une question au niveau de la prise en charge. Donc, au niveau du traitement, pourquoi les progestatifs, alors que c'est l'ovulation qui a été, euh, alors que c'est l'ovulation, donc ici, il fallait bloquer l'ovulation. J'ai dit également que dans la prise en charge, le choix des molécules va être en rapport avec l'histoire de la patiente. S'il y a une insuffisance lutéale, bon, je ne l'ai pas ressorti dans ma présentation. S'il y a une insuffisance lutéale qui est associée, on va mettre de la progestérone. Chez l'adolescente, la progestérone naturelle le plus souvent pour aller au progestatif. Parce que dans la pratique, lorsque nous recevons également ces jeunes femmes qui consultent pour la dysménorrhée, elles ont également des pathologies mammaires qui sont associées. Donc, on sait que l'endomètre est hormonodépendant au même titre que le sein également. Donc, ça va dépendre en fait de l'interrogatoire de votre examen clinique, ce que vous avez. Chez l'adolescente, a priori, si on fait recours à l'hormonothérapie, nous donnons les contraceptifs oraux combinés, donc les œstroprogestatifs qui permettent de faire le blocage de l'ovulation. Donc, il n'y a pas d'ovulation et à la fin des 28 jours, il y aura juste une hémorragie de privation. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Si je n'ai pas répondu à une question, docteur Olivia, si vous pouvez me le rappeler. Alors, je pense que toutes les questions ont été abordées, mais sinon, le docteur peut toujours revenir pour les poser. Merci beaucoup, professeur. Non, je pense que je vais m'en arrêter là et laisser les autres intervenir. Merci beaucoup, professeur, pour la réponse aux questions. Franchement, j'ai eu satisfaction. Merci. Merci. Merci à vous. Alors, nous avons 3 questions dans le chat. La première question de docteur Boubou. Je voulais savoir l'intérêt de l'hystérosapiographie, salingographie dans le diagnostic d'adénomiose. Deuxième question. Quand elle est en cas d'endométriose pelvienne profonde, la femme a-t-elle une chance d'avoir un bébé en cas d'intervention chirurgicale? De Dr Zungrana. Et la dernière question vient de Monsieur Doudou Moussa qui demande un rappel par rapport aux étiologies et les facteurs de risque de la dysménorrhée, partie qui n'aurait pas bien suivi. Libre à vous. Je ne vous ai pas bien suivi. La dernière question
L'avant-dernière question aussi. L'avant-dernière question. Ma question est en cas d'endométriose pelvienne profonde. La Mhm. femme a une chance d'avoir un bébé en cas d'intervention chirurgicale. OK. Vous avez entendu la dernière question? Oui, oui, si vous pouvez me reprendre la dernière question aussi. D'accord. Le docteur Doudou Moussa, il n'a pas bien suivi la partie par rapport aux étiologies et les facteurs de risque de la dysménorrhée. Je OK. pense qu'il est dessus. C'est bon pour les questions. Oui, D'accord. OK, merci et également aux différents intervenants qui ont posé les questions. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à ma présentation. Je crois que j'avais noté la question qui était dans le chat. J'avais répondu par rapport à l'intérêt de l'hystérosalpingographie dans l'adénomyose. Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous avons l'échographie. Nos échographes sont tellement performants qu'avec l'échographie pelvienne, aisément, nous pouvons faire le diagnostic de l'adénomyose. Mais c'est dans le cadre des femmes que nous recevons qui ont une dysménorrhée et qui vont avoir également une infertilité. Dans ces cas que nous demandons l'hystérosalpingographie associée. Donc, et j'ai dit également que l'hystérosalpingographie est un examen invasif, donc on ne le fait pas systématiquement. C'est vraiment au cas par cas et en fonction de l'histoire de votre patient. Maintenant, est-ce que après une endométriose, après la chirurgie d'une endométriose pelvienne profonde, est-ce que c'est possible d'avoir une grossesse? Oui, c'est vrai que le taux de grossesse après les chirurgies d'endométriose sont faibles, mais ce n'est pas nul. C'est pour ça que de plus en plus, les nouvelles recommandations d'entotologie recommandent de ne pas aller systématiquement, un, à la chirurgie en cas d'endométriose, parce que on voit que c'est des lésions qui vont, qui continuent qui persistent ou bien qui se renouvellent et les anciennes lésions qui entraînent des fibroses, etc., au niveau du pelvis. Donc, ce qui est bien dans la l'endométriose, c'est de faire vite le diagnostic. Quand on fait vite le diagnostic, on va essayer de changer le climat hormonal de la femme pour éviter l'évolution vers euh, ces cas, vers les complications. Donc, l'endométriose, plus on le prend en charge très tôt, on va aider la femme à avoir une grossesse, mais lorsque on est au stade de complication avec plusieurs interventions, déjà, vous voyez que les tissus, le, l'ovaire également, avec les endométriomes à répétition, etc. Donc, on n'a plus une ovulation de bonne qualité et on fera recours à la procréation médicalement assistée. Ce n'est pas zéro, mais oui, c'est possible d'avoir une grossesse. Maintenant, la dernière question, c'était par rapport aux facteurs de risque de la dysménorrhée, oui, je crois bien. Donc, j'avais dit que il y a l'anxiété. Donc, le stress est un facteur qui a été retrouvé dans les facteurs de risque de la dysménorrhée. C'est pour ça qu'on conseille une activité physique régulière, des activités de relaxation dans la prise en charge de la dysménorrhée, mais également, il y a l'alimentation qui a été incriminée. Donc, les aliments riches en graisses saturées, riches en sucre et en sel également, ont été retrouvés comme facteurs de risque de la dysménorrhée. Et quand nous recevons les patientes en consultation également, il y a certaines qui vont vous le dire, quand je mange beaucoup sucré, j'ai plus mal que si je mange moins sucré. Donc, c'était les principaux facteurs de risque que j'avais retrouvés dans la survenue, surtout de la dysménorrhée primaire.
Je crois que j'ai répondu aux trois questions. Merci beaucoup, docteur. Allons prendre des questions dans le chat. Je ne sais pas si les docteurs qui ont posé les différentes questions peuvent confirmer dans le chat leur satisfaction pour les différentes réponses. On a Souleymane qui demande à partir de quel moment faudrait-il arrêter la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens vu les effets secondaires qu'ils peuvent engendrer et quand? Ensuite, une deuxième question de docteur Oucha là-bas. D'après ce que je viens de suivre, cela voudrait dire que nous qui sommes dans les USP, nous devrions référer ces cartes dans les centres de référence. Et enfin, non, pas enfin, une prochaine question de docteur Aimé Boubou. Je voulais savoir, oh, je pense que nous avons déjà abordé celle-là. Docteur Souleymane, quand est-ce qu'il faut instaurer les AINS dans les dysménorrhées primaires? Hmm. Quelle est la place de la vitaminothérapie dans les dysménorrhées? Docteur Diabon, vous avez pu suivre, je reprends. Docteur, Micro fermé. Oui, j'ai suivi, donc je vais y aller. Si je n'ai pas répondu à une question, vous pouvez toutefois me le rappeler. d'accord, docteur. Donc, j'avais noté une question. Quand est-ce qu'il faut arrêter les anti-inflammatoires non stéroïdiens vu les complications qui peuvent entraîner à la longue? Nous avons vu que, en dehors des anti-inflammatoires, nous avons des antalgiques. Et les antalgiques également, ici, j'ai pas insisté sur les antalgiques, donc on peut aller sur palier 1, 2, 3, etc. En dehors des anti-inflammatoires non stéroïdiens et puis les antalgiques, nous avons l'hormonothérapie. Donc, lorsque on bloque l'ovulation avec les contraceptifs oraux combinés et que on a pu obtenir une régression de la douleur, on n'a plus besoin de mettre les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et d'ailleurs, quand on les met, on dit toujours à la femme, lorsque vous avez mal, donc si elle n'a pas mal, elle utilise. Et on sait que quand on utilise les anti-inflammatoires non stéroïdiens également, il faut le prendre au cours des repas, donc insister là-dessus. Quand est-ce qu'il faut instaurer les anti-inflammatoires non stéroïdiens? Donc, surtout dans le cas de la dysménorrhée primaire, nous avons vu que l'hypercontractilité du muscle utérin qui va être à l'origine de cette douleur est due à une augmentation du taux des prostaglandines. Donc, on va mettre les antiprostaglandines lorsqu'on reçoit une femme, une adolescente, une jeune femme en consultation et qui a une dysménorrhée. On va déjà mettre ces anti-inflammatoires, antiprostaglandines. Et maintenant, au cours de l'évolution, voir si ces anti-inflammatoires ne donnent pas les résultats recherchés, on peut passer à l'hormonothérapie. Comme on associe également les deux pour avoir un meilleur résultat. Mais c'est à vous de juger, de voir quand est-ce qu'il faut arrêter. C'est au cas par cas, si je peux le dire. Ça veut dire que la prise en charge est en fait personnalisée. L'autre question, est-ce qu'il faut référer les cas de dysménorrhée pour nous qui sommes en périphérie? Bon, lorsque c'est une dysménorrhée qui est primaire, puisque dans la dysménorrhée primaire, c'est l'interrogatoire qui est l'élément important, l'élément capital. Si je fais mon interrogatoire et que je suis sûre que c'est une dysménorrhée primaire, je n'ai pas besoin de référer. Je peux mettre l'anti-inflammatoire non stéroïdien antiprostaglandine et surveiller cette patiente. Si malgré le traitement, je vois qu'il y a persistance de la douleur, ou bien il y a un fond douloureux qui persiste, oui, dans ce cas, référer vers un gynécologue. Je sais que les sages-femmes également peuvent faire la prise en charge en périphérie
Donc, mais si malgré le traitement, ouais, qu'il y a persistance de cette douleur, c'est que il faut la référer vers un gynécologue pour une meilleure prise en charge. Et si c'est une endométriose, il faut que le bon traitement commence très tôt. Ainsi, la place de la vitaminothérapie, exactement. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans ma présentation, bon, parce que j'ai pas d'études solides là-dessus. Sinon, il y a des études qui ont noté que l'utilisation du magnésium, moi je l'utilise en pratique, et de la vitamine B6 également interviennent dans la, participent à réduire les douleurs au cours de la dysménorrhée. Docteur Olivia, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Je pense que oui. Et pas d'autres questions dans le chat. Alors, en attendant d'autres interventions, je vous rappelle que vous pouvez toujours lever les mains pour poser directement vos questions ou les mettre directement dans le chat. En attendant d'autres interventions, je rappelle très rapidement la procédure d'obtention de l'attestation pour le webinaire. Alors, pour obtenir votre attestation de suivi, il suffira de vous connecter à la plateforme REMA Learning avec vos identifiants si vous avez déjà un compte REMA. Ensuite, vous cliquez sur la session webinaire passée, vous tapez la thématique du jour, vous cliquez sur le bouton Obtenir une attestation. Ensuite, vous serez soumis à un questionnaire d'évaluation auquel vous réussirez si vous obtenez 60% de bonnes réponses aux différentes questions posées et vous serez en mesure de télécharger votre attestation de succès. Pour toute information ou préoccupation, nous restons joignables via WhatsApp au plus 229 96 50 81 30. Plus 229 96 50 81 30. Nous allons remettre la procédure dans le chat pour toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre. Pas de questions, pas de main levée. Je, je vais réitérer mes remerciements au docteur pour sa brillante présentation et également mes remerciements à l'endroit de tous les participants. Je réitère mes vœux de bonne célébration de la Journée internationale des droits de la femme à tous et à chacun. Et je vous souhaite un excellent week-end. À samedi prochain pour un autre atelier médical. D'ici là, portez-vous bien. Merci, docteur Olivia. Merci pour votre modération. Merci, Merci docteur. merci aux organisateurs de l'atelier. Ça fait des jours qu'on était en train de la préparer, donc je vois tout ce qui a été mis en œuvre. Mais vraiment, merci à vous qui veillez au grain. Merci à tous ceux qui ont participé et qui ont posé des questions. J'ai vu certains de mes maîtres qui étaient connectés. Je leur dis merci. Et merci pour leur soutien. Un coucou à mes collègues également qui étaient connectés. Donc, merci également et à la prochaine fois. Merci, docteur. À la prochaine. On se voit encore très bientôt. Portez-vous bien. Merci, à bientôt. Bonne journée. Et à vous. Au revoir à tous. À samedi prochain. Portez-vous bien.